Merci d'être venus si nombreux pour parler déchets. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez certainement que dans 39 jours exactement, l'obligation du tri à la source des biodéchets sera en vigueur. Vous étiez au courant ? Ouais, joli, bravo. Donc effectivement, cette obligation nous concerne tous, particuliers comme professionnels. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a encore peu de solutions, ou du moins les solutions sont encore méconnues. Pourtant, les biodéchets, finalement, ça ne nécessite pas forcément des grands moyens pour les trier, les valoriser. Et ils ont la particularité de pouvoir être valorisés là où ils sont produits. Donc c'est quand même caractéristique. On vous en dira plus tout à l'heure. Ça nous concerne tous. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, sur le stand, on a vu vraiment des visiteurs très, très variés. Donc pour que nos propos soient les plus pertinents, on va juste faire un petit sondage dans la salle. Qui représente aujourd'hui une collectivité ? Non, très bien. Bah, écoutez, comme ça va pour nous permettre d'évacuer quelques sujets. Donc, une entreprise, là, aujourd'hui, vous êtes des entreprises. Ok, super. Est-ce que dans la salle, parmi vous, il y a des acteurs du déchet, traitement, collecte ? Ok, super, parfait. Bah, merci à vous. Du coup, très rapidement, Tribioval, nous, justement, on est une entreprise basée à Bayonne, au Pays Basque, et on accompagne les entreprises, les organisations au sens large, dans le choix et la mise en œuvre d'une solution de gestion des biodéchets qui soit la plus adaptée. Donc, je vais laisser la parole à Patricia Bonneau, mon associée. On est deux fondatrices de cette jeune entreprise. Je vous laisse avec Patricia. Merci Fanny. Donc bonjour à tous. On vous propose une présentation d'environ 30 minutes en 3 parties et ensuite place aux questions. Si vous souhaitez intervenir, sentez-vous libre, mais peut-être qu'on verra en fonction des sujets si on traite les questions à la fin ou pas. Voilà, c'est juste. En tout cas, si vous ne comprenez pas ou s'il y a vraiment un malentendu, n'hésitez pas à intervenir. Donc, alors, première chose, on va balayer la réglementation. Ensuite, on va voir quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui, les familles de solutions. Et ensuite, on verra en conclusion comment on peut se lancer concrètement dans l'aventure. Voilà. Donc, alors, partie 1. Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un biodéchet ? Alors là, on parle essentiellement de biodéchets alimentaires dans cette présentation. Par contre, un biodéchet, le Code de l'environnement le définit de la façon suivante. C'est tout déchet non dangereux, biodégradable de jardin ou de parc et tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, provenant de tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire à la fois les professionnels comme les particuliers, en gros le tertiaire, l'industrie et les particuliers. On est vraiment sur tous les secteurs de production. On va principalement dans cette présentation s'intéresser aux déchets alimentaires ou de cuisine produits par le secteur tertiaire, on va dire, le secteur des entreprises. Donc les biodéchets, on l'a vu en résumé, déchets de jardin, déchets de cuisine et de table, huile alimentaire usagée, on n'y reviendra pas mais je le mentionne quand même parce que ça fait partie des biodéchets et ce qui change en 2024 c'est l'obligation de traiter de trier et de traiter toutes les huiles usagées. Jusqu'ici on était à 60 litres par an pour l'obligation et en 2024 on passe au premier litre d'huile, donc voilà, je le glisse juste, même si ce n'est pas le sujet. Donc les sous-produits, les DCT sont des sous-produits animaux, SPA. Ceux qui nous intéressent, ce sont les sous-produits animaux de catégorie 3, c'est-à-dire les moins dangereux, ceux qui nécessitent le traitement le plus léger. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il n'y a pas de séparation réglementaire entre les déchets de cuisine végétaux et les déchets de cuisine animaux. C'est-à-dire que les restes de viande, les déchets carnés, les restes de fromage, de poisson sont considérés réglementairement dans la même catégorie que les épluchures ou autres. Il n'y a pas de séparation des catégories. Voilà. Donc, alors cette catégorie C3, je disais, c'est la plus légère. Elle peut cependant, on verra plus tard, en fonction de la façon dont le professionnel gère ses biodéchets, être déclassée en catégorie C2
Et là, le traitement à mettre en place est plus coûteux, plus compliqué. Donc, on verra plus tard les obligations qui s'imposent à vous pour rester autant que possible dans la catégorie C3. Alors, la première chose à regarder peut-être dans une entreprise, c'est les lieux de production, parce que en fait ils peuvent être divers. Hein. Alors on en balaye quelques-uns là. Il y a l'agroalimentaire évidemment qui est concerné, les lieux de restauration, la restauration d'entreprise et les déchets verts dans le cas d'espaces verts dans les entreprises. Alors quand on parle de restauration d'entreprise, ça peut être une restauration centralisée, une cantine, enfin un restaurant d'entreprise, inter-entreprise. Ça peut être juste des coins repas entre deux collègues hein, où on va réchauffer sa gamelle. Sachez que la moindre peau de banane est concernée par la réglementation, hein, qu'il n'y a pas un seuil de production. On est vraiment sur tous les lieux de production, y compris le mar de café. Voilà. Ça concerne l'ensemble. Alors jusqu'ici, on était dans le bac d'ordures résiduelles, hein, c'était la norme, on va dire. À partir du 31 décembre de cette année, c'est quelque chose qui ne devra plus avoir lieu. Et les entreprises se devront de mettre en place des solutions qu'on va voir tout de suite. Donc des solutions de tri à la source, donc c'est-à-dire sur le lieu de production. Et on va voir ensuite ce qui en découle. Pour les déchets de jardin, on reste sur, je mentionne juste, on n'y reviendra pas, mais on y reviendra juste un petit peu quand on parlera compostage, mais on reste sur un apport en déchetterie ou alors une gestion sur site qui peut passer par une gestion différenciée des espaces verts. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est de gérer un espace vert de façon un petit peu plus, de laisser quelques coins un peu de biodiversité, d'aller faire des tontes d'allées en laissant la biodiversité se développer autant que possible. Enfin voilà, ça s'appelle la gestion différenciée des espaces verts et ça fait partie des solutions à mettre en œuvre dans le cas de la gestion des biodéchets. Voilà, j'y reviendrai pas. Les déchets de jardin, encore une fois, c'est pas notre sujet du jour. Donc, alors, j'aurais envie de dire, enfin, la première chose, c'était, j'ai envie de dire, d'estimer ces gisements, parce que jusqu'à il y a peu, l'obligation était fonction de la quantité annuelle de déchets produits. C'est-à-dire que si vous étiez à plus de 5 tonnes, enfin, savoir si vous étiez à plus de 5 tonnes, de 10 tonnes ou de 5 tonnes par an, c'était un vrai enjeu avant le 1er janvier 2023. Parce que l'obligation en fait, s'imposait depuis 2016 aux producteurs de plus de 10 tonnes par an et depuis le 1er janvier 2023 aux producteurs de plus de 5 tonnes par an. Aujourd'hui, je dirais, c'est plus l'enjeu de savoir, on n'estime plus ces gisements pour savoir si on est concerné par la réglementation, parce que on est tous concernés, mais on estime ces gisements pour mettre en place la solution la plus adaptée. C'est surtout ça qui est important. Quand on commence à se poser la question de la solution, la première chose, c'est de voir quels sont les lieux de production, et quelles sont les quantités et quelle est la nature des biodéchets. Est-ce qu'on est sur des déchets de préparation, des restes de repas, du café, du machin, du truc, voilà. Donc, sachant que certaines entreprises, c'est le cas notamment du tourisme, mais pas que, sont soumis à des fortes variations saisonnières ou alors hebdomadaires. Dans le cas de, voilà, ça dépend vraiment de la fonction, de l'activité de l'entreprise. Il peut y avoir des variations saisonnières ou hebdomadaires qui sont peut-être à prendre en compte dans la gestion des biodéchets. Voilà. Alors, que dit la loi? Donc, j'en ai un petit peu parlé, Fanny également. Depuis 2016, les gros producteurs de plus de 10 tonnes par an étaient concernés. Sachant que depuis 2012, c'était les 120 tonnes par an qui étaient concernées. C'est quand même quelque chose qui date du Grenelle de l'environnement. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était en 2008, ça fait quelques années. Mais c'est quelque chose qui est quand même dans l'air depuis longtemps. Et donc, 2016, 10 tonnes par an. 1er janvier, 5 tonnes par an. Et 31 décembre 2023, on est tous concernés. Sachant que les obligés sont les entreprises. Toute entreprise doit mettre en place des solutions, doit mettre les moyens pour mettre en place une solution de tri et de valorisation. Donc c'est à la charge des entreprises. Ce sont les entreprises qui sont obligées, quelle que soit leur taille. Pour les habitants que nous sommes tous, c'est les collectivités qui sont obligées. C'est-à-dire elles se doivent de nous proposer des solutions, donc qui passeront par le compostage, par la collecte, par tout un tas de choses. Mais en tout cas, on n'est pas obligé, contrairement à ce qu'on entend parfois, même sur certaines chaînes du service public. Ce ne sont pas les habitants qui sont obligés, mais les collectivités qui se doivent de nous proposer des solutions, comme c'est le cas actuellement pour les cartons, les plastiques, les déchets, le verre, voilà.
Donc, alors pourquoi réduire ces déchets? Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà tous au courant de la motivation évidemment environnementale. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop développer ça, mais notre mode de gestion des déchets, que ce soit l'incinération, l'enfouissement, le tri mécano-biologique, enfin, toutes ces technologies qui sont nécessaires, hein, je veux dire, elles perdureront, mais il faut savoir que si on peut réduire effectivement la quantité de déchets incinérés, enfouis, voilà, c'est forcément bon ça va forcément réduire la pollution des nappes et la production de gaz à effet de serre, hein. Je ne vais pas insister trop sur ce sujet, mais voilà, vous connaissez, j'imagine. Bon, économiquement, on s'oriente quand même vers une augmentation du coût des déchets, hein. Jusqu'ici, je suis prête à parier que même dans cette salle où on est tous un peu intéressés par ces sujets-là, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de donner des coûts de traitement des déchets. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe dans nos impôts discrètement. On ne voit pas, il y a bien des redevances spéciales pour les professionnels, mais bon, voilà, ça reste quand même. D'abord, c'est pas sur tout le territoire et ça reste encore très faible au regard du coût réel. Voilà. Donc il faut s'attendre à une augmentation du coût de collecte et de traitement. Et puis évidemment, il y a aussi une motivation qui peut être sociale. Le bien-être au travail, notamment les poids des poubelles, ça fait partie aussi du sujet, hein. Et puis l'engagement, hein, c'est toujours agréable d'avoir un projet un peu collectif entre collègues autour de ces questions-là. C'est quand même aussi une motivation pour certaines entreprises. Et c'est pour ça que c'est souvent les personnes de la RSE qui s'emparent de ce sujet, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Alors, les obligations. Donc, le producteur de déchets est responsable de ces déchets jusqu'à leur valorisation finale. C'est pas parce qu'on va faire appel à une entreprise pour la prise en charge de ces déchets qu'on s'en lave les mains, ils sont passés, c'est bon, moi je veux plus savoir. Voilà. Non, en fait, vous devez être capable, en tant qu'entreprise mettant en place une solution, de justifier du parcours de vos déchets jusqu'à leur valorisation finale. En fait, hein. Vous êtes le collecteur, si c'est le choix que vous faites de la collecte, se doit de vous remettre un document attestant la quantité de déchets et la destination de ces déchets. Et donc, vous devez être capable de produire ces documents et de faire des bilans, en tout cas de justifier du devenir de vos déchets. Une fois triés, les déchets alimentaires sont acheminés vers un lieu de stockage en vue d'une valorisation. Voilà, parce qu'en fait, l'obligation, elle est sur le tri à la source, mais également sur la valorisation. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, le parcours des déchets dans une entreprise, il y a deux grandes règles à respecter. C'est les règles de non-croisement des déchets alimentaires. Hein, c'est ce qu'on appelle la marche en avant. Donc c'est quelque chose. En fait, on ne doit pas faire croiser des denrées, des déchets avec des denrées alimentaires fraîches. Et également les charges transportables par le personnel pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Et alors, les obligations, et je reviens à mon histoire de C3, C2, là, les obligations, elles concernent le stockage, portent sur les résultats et non sur les moyens. C'est-à-dire que si vous pouvez garantir que vos biodéchets, vous les gardez une semaine, voire plus. Enfin, il n'y a pas d'obligation en matière de fréquence des collectes, en fait, hein. L'obligation, elle porte sur la qualité de vos déchets. C'est-à-dire, si vous êtes capable de garantir une qualité de déchets avec une collecte hebdomadaire, très bien, va pour une collecte hebdomadaire. C'est vraiment à vous de... En fait, ce que vous devez, c'est garantir le fait que votre déchet va rester en catégorie C3 et pas en C2. Voilà, donc ne va pas... voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais il n'y a pas de règle sur la fréquence des collectes. C'est important de le savoir. Et par contre, vous devez tenir vraiment propre à la fois les locaux et les contenants qui servent au circuit des déchets. Donc ça, c'est votre obligation en tant que producteur de nettoyer, de désinfecter régulièrement tout ce qui tourne autour de ça. Je ne sais pas si là-dessus, vous avez des questions ou pas, ou on les garde pour la fin. Voilà. Donc c'est assez clair, hein, voilà, jusque-là, très bien. Donc, le tri et la valorisation, donc les solutions. Alors, il y a deux grandes familles, en gros, de solutions, et après, il y a plein de sous-familles, mais en tout cas, les deux grandes familles, c'est soit le traitement sur place, hein, le traitement en établissement, et qui passe principalement par du compostage.
Voilà, on va détailler tout ça ensuite. Donc du compostage en établissement, du compostage in situ, voilà, on l'appelle comme on veut. Et l'autre grande famille, c'est la collecte. C'est-à-dire, voilà. Alors, dans tous les cas, l'entreprise reste impliquée, ne serait-ce que pour la mise en place du tri. La collecte, c'est tout un circuit à penser, c'est éventuellement des lieux de regroupement des déchets, il y a toute une réflexion à mener sur le tri. C'est pas parce qu'on se dit, bon, mais tiens, je vais les faire collecter. Non, mais il faut travailler avec l'entreprise qui va collecter pour faire en sorte que les déchets soient acheminés dans les meilleures conditions et optimiser au maximum le tracé des déchets pour éviter des lieux trop de désinfection et de nettoyage de contenants, mais également éviter les troubles musculo-squelettiques. Il y a tout un optimum à faire dans l'entreprise pour des hubs de regroupement des déchets. Je parle des grandes entreprises. Si on est dans un petit restaurant, la question ne se pose pas. Mais si on est dans une grande entreprise de bureaux, il peut se poser de bureaux ou quelle que soit l'activité, la question du circuit des déchets est vraiment à optimiser. Voilà. Et évidemment, les solutions peuvent être mixtes, c'est-à-dire on peut très bien imaginer la mise en place d'une solution de collecte pour une partie de la production et la mise en place d'un traitement sur site pour une autre partie de la production. Donc on peut tout à fait envisager des solutions mixtes, à la fois mixtes dans l'espace mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur quelque chose provisoire, histoire de se familiariser, mettre en place une collecte en se disant au moins ça va me permettre de bien appréhender le sujet, de comprendre ce que je... Et ensuite ça va me rassurer quant à ma quantité de déchets produites, et ensuite je peux mettre en place quelque chose sur site parce que je serai plus à l'aise avec les quantités que je traite. Parce qu'une des grandes inconnues quand même, on le rencontre tous les jours avec Fanny, c'est l'incapacité des personnes qui font appel à nous de donner des volumes ou des poids de déchets. C'est souvent la grande inconnue. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment regardé de près. On peut aussi mettre en place des solutions mutualisées, on va en reparler, mutualisées entre acteurs. En urbain, c'est vrai que la solution mutuelle en milieu urbain ou pas que, en milieu rural, en tout cas la mutualisation entre entreprises peut être aussi une bonne solution. Voilà, c'est des choses... on va y revenir plus concrètement. Alors, si on regarde de plus près le compostage, donc en fait, il y a d'abord l'aire de compostage classique, les bacs. Alors toujours 3 bacs minimum, ça c'est une obligation. Enfin, une obligation. C'est quand on est en entreprise, on fait pas du compostage de jardin. On n'est pas c'est bon, moi je compose dans mon jardin, je sais ce que je fais. Non, en entreprise, on se doit de respecter les règles de l'arrêté du 9 avril 2018 qui régit le compostage de proximité et qui impose un certain nombre de règles, dont la tenue d'un site propre, la formation de référents de site, la tenue d'un registre de suivi. Il y a quand même pas mal de choses à respecter. Après, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut connaître les règles. C'est toujours pareil. Voilà. Et là, l'avantage de cette solution d'aire de compostage in situ, c'est qu'on traite complètement ces déchets. On est complètement autonome dans la gestion de ces déchets. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit aussi il y a aussi des appareils, je ne trouve pas le mot, mais des équipements, voilà, qui sont vendus. Donc, compostage mécanique ou compostage électromécanique. C'est la même chose, à part que dans un cas, on est à la main et dans l'autre, il y a un moteur électrique qui aide. Donc là, ce sont des techniques qui permettent d'accélérer le processus de compostage, et notamment au début. Le compostage, alors là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de courbe. Le compostage, c'est quand même un processus assez long. C'est un peu comme c'est 9 mois. C'est un peu comme un bébé. Et 9 mois. Et les 2-3 premiers mois, on est dans ce qu'on appelle la phase thermophile, une phase de montée en température. Et ensuite, on est dans une phase de maturation, on va dire, pour faire simple. Et d'où les 3 bacs. Le bac d'apport des biodéchets, le bac de réserve de matière sèche. Alors la matière sèche, c'est du broyat de bois qui est indispensable au processus de compostage. Le compostage, c'est vraiment des biodéchets alimentaires, c'est vraiment un mélange de déchets alimentaires et de déchets de jardin. C'est pour ça que je vous ai dit que je reparlerai des déchets de jardin. C'est parce qu'ils ont leur utilité, ils sont même indispensables dans le compostage des biodéchets alimentaires. Et c'est souvent ce qui freine certains projets, c'est le manque de disponibilité de cette matière sèche. En gros, c'est le broyat de végétaux, voilà, qui est indispensable. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du processus ici, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, sachez
qu'il y a cette contrainte qui est indispensable. Et donc, je ne sais plus pourquoi voilà. Oui, donc c'est d'où la présence du troisième bac, qui est un bac de maturation. Et en fait, quand le bac d'apport est plein, on transfère le bac d'apport dans le bac de maturation et on laisse maturer gentiment le compost jusqu'à, allez, on va dire 6-9 mois, hein, pour pouvoir l'utiliser localement dans les espaces verts de l'entreprise. Voilà. Donc on est sur un traitement et une utilisation complètement sur site, en cercle fermé, sans aucune obligation, on va dire, vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt... voilà. Par contre, sur ces appareils-là, on va être sur une accélération de cette phase thermophile, mais une fois sorti des électrocomposteurs ou des composteurs mécaniques, la substance qui en sort doit être maturée, enfin rentre dans une phase de maturation. Donc on n'échappe pas à cette phase quand même. Hein, même voilà, il ne faut pas croire qu'à la sortie de l'électrocomposteur ou du composteur, on a un compost mûr, hein, on a quand même besoin de cette phase de maturation. Donc ça permet d'accélérer, ça peut avoir de l'intérêt dans certains cas, hein, encore une fois, hein, ça dépend vraiment de la situation de l'entreprise. Voilà. Mais si l'objet de l'entreprise, c'est pas de produire du compost, peut-être que de le laisser maturer gentiment sans énergie supplémentaire, ben, ça peut suffire. Voilà. En tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà. Ensuite, il y a une autre solution qui est une alternative au compostage, qui est le point d'apport volontaire. Donc, je vous invite peut-être à venir visiter notre stand F15 pour voir la machine en vrai et même la tester. Alors, évidemment, ça, c'est la machine qu'on développe nous. Il y en a d'autres, hein, mais c'est des abri-bacs, en fait, dans lesquels on installe des poubelles, des bacs roulants de 240 litres en général, parce qu'au-delà, le poids des biodéchets est tel que les collecteurs n'arrivent plus à sortir les bacs. Hein. On est avec 240 litres, on peut potentiellement être à 100 kg de déchets, hein, donc ça fait quand même du poids. Donc c'est une solution qui peut être très intéressante dans le cas d'apports multiples pour une utilisation autonome des usagers. Par exemple, un camping dans lequel les vacanciers, parce que les déchets des vacanciers font partie des déchets de l'entreprise camping, hein, donc voilà, ils sont en autonomie dans la préparation de leur repas, il leur faut un lieu de dépôt de leurs déchets. Donc ça, c'est une technologie qui peut être tout à fait intéressante. Autre cas de figure, un bâtiment de bureau coworking qui propose justement à ses salariés la mise en place d'une borne pour à la fois leurs déchets personnels. Hein, on a le cas actuellement, hein, d'une entreprise qui a doté ses salariés de seaux pour leurs besoins propres. Donc le matin, ils peuvent venir avec leur bio-seau parce qu'ils habitent tous en milieu urbain et qu'ils n'ont pas de solution. Et également qui collecte, qui reçoit les déchets des coins repas et des points de restauration de ce bâtiment de bureau coworking. Voilà. Ça, c'est un autre usage. Et enfin, un autre usage, c'est une mutualisation, par exemple, entre petits restaurateurs sur une zone urbaine, encore une fois. Hein. Donc, il y a un des restaurateurs qui héberge l'abri-bac et qui mutualise le service donc, et le financement du service avec ses confrères. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une autre utilisation. En tout cas, on est toujours dans l'utilisation multiples. Quand on est dans une cuisine centralisée, on ne va pas demander au cuisinier d'aller badger et d'aller à chaque fois qu'il veut déposer ses seaux. Ça n'a pas d'intérêt. C'est ça que je veux dire. Quand on est dans multi-usage et autonomie, c'est en gros, c'est pas le cuisinier dans sa cuisine qui va aller badger pour déposer ses déchets. Voilà. Donc, alors cet abri-bac, il est collecté, hein, lui aussi. Alors, donc, il peut être collecté en camion. Enfin, en tout cas, la collecte, c'est aussi une solution. Hein, on l'a vu, la famille de solutions, les deux familles de solutions, c'est traitement sur site ou collecte. Dans le cas de la collecte, on voit fleurir, hein, des équipements. Donc, il y a des camions pour les gros producteurs. Alors, avec levage de bac et vidage. Et après, le nettoyage est à la charge de l'entreprise, ou alors échange de bacs. Hein, voilà, une photo des alchimistes notamment. Voilà. Donc, c'est des différents types de collecte qui se développent. Il y a également de plus en plus de collecte en mode doux, hein, vélo, remorque, vélo cargo. Enfin, vous avez dû voir fleurir un peu ça dans les villes. C'est très, très bien adapté pour les petits restaurants en centre-ville. Voilà. Donc, en tout cas, la collecte, il existe plusieurs types de collecte. Toujours une fois, toujours
en fonction de la quantité et du lieu de production. Hein. C'est pour ça que chaque entreprise doit justement regarder un petit peu son cas de figure et voir quelle est la question la plus adaptée. Donc ça, c'est peut-être juste un petit tableau de synthèse de ce qu'on vient de se dire. Hein. Donc on a le traitement sur site qui peut être total ou partiel. Parce que, comme je disais, le compostage, si on le fait manuellement, le traitement est total. Si on le fait de façon électromécanique ou autre, on peut être amené après à faire une collecte pour un traitement pour la maturation, enfin bref. La microméthanisation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une solution qui est plutôt aujourd'hui quand même développée dans le secteur agricole, mais pas que. Hein, c'est quelque chose qui pourrait aussi se développer dans d'autres secteurs. Voilà. Ensuite, les collectes en porte-à-porte, on est soit en camion, soit en mode doux avec levage et nettoyage de bac, j'ai dit, et changement de bac pour un bac vide et un bac propre. Et ensuite, le point d'apport volontaire avec collecte, donc ça c'est la borne que je vous présentais tout à l'heure. Voilà. Ou alors on peut être à la fois en interne pour les collaborateurs ou les clients. Hein. On peut très bien imaginer un magasin qui loue la machine et qui la met à disposition de ses clients. Donc c'est aussi un usage dont on n'a pas parlé, mais qui peut être... qui peut se faire avec ce type de machine, et puis la mutualisation entre professionnels. Voilà un peu un tableau de synthèse. Donc d'autres solutions dont on a juste parlé vite fait, mais voilà, j'y reviens. Donc le déshydrateur, donc là, déshydrateur ou sécheur, on appelle ça comme on veut, mais c'est des technologies qui peuvent être intéressantes dans le cas de grosses contraintes de place. Hein. Alors on n'est pas du tout sur du compostage là, hein, pour le coup, on est vraiment sur du séchage de biodéchets, donc ça permet de réduire de façon drastique le volume des déchets, puisqu'on peut, les constructeurs affichent des taux de réduction de volume de l'ordre de 90% parfois en 24 heures, donc ce qui est quand même assez énorme. Hein. Mais ce qui sort, le séchage, qui sort à la fin de ces 24 heures, n'est en rien du compost en fait. Hein. C'est un déchet, ça garde le statut de déchet, et derrière il faut mettre en place soit une collecte, soit un compostage. En tout cas, on rentre on revient en fait dans le circuit, dans le besoin de traiter ces déchets. En fait, hein. C'est toujours un déchet, il est séché, mais ça reste un déchet, et on ne peut pas l'épandre ou l'utiliser comme ça dans le cas d'une entreprise. Hein. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Je pense que c'est une solution qui est très intéressante, par exemple pour des paquebots de croisière qui ont des contraintes de place importantes, qui partent pour un mois de croisière. Et voilà. Mais quand on a de la place et du temps, voilà, c'est peut-être pas la solution à privilégier, sachant qu'évidemment c'est quelque chose qui marche avec de l'énergie. Puis la microméthanisation, on en a parlé un petit peu, je vais pas développer davantage, on pourra en reparler. Voilà. Alors, si on maintenant, voilà, une fois qu'on sait tout ça, comment on peut procéder pour se lancer concrètement dans la mise en place d'une solution. Donc la première chose, c'est vraiment peut-être de commencer par un diagnostic réel. Hein. C'est vraiment, avant de foncer bille en tête, c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de fournisseurs de matériel qui passent, qui font beaucoup de démarchage, notamment hein, sur les sécheurs. Encore une fois, c'est des technologies qui sont attrayantes, mais il faut qu'elles soient adaptées à la situation. Acheter, foncer bille en tête sur un électrocomposteur quand on est un lycée ou machin, ça peut ne pas avoir de sens. Ça peut en avoir, mais ça peut aussi ne pas en avoir. Donc la première chose, c'est peut-être déjà de réaliser un diagnostic, donc évaluer les sources et les lieux de production, la nature et les quantités de biodéchets. Donc là, nous, on préconise des campagnes de pesée sur une semaine, sur plusieurs fois une semaine, hein, parce que les semaines ne se ressemblent pas toutes. Bon, après, on ramène toujours à des ratios, à la quantité de repas, au lit, au machin. Enfin, on a des variables pour se raccrocher, mais c'est bien d'avoir
des suivis sur des campagnes de pesée sur 3 semaines, par exemple non consécutives, pour avoir une idée plus précise. Ensuite, on regarde aussi l'agencement des espaces intérieurs et extérieurs, les surfaces disponibles, la situation actuelle, hein, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'entreprise, dans la gestion des déchets en général, hein, est-ce qu'il y a cette culture, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'il ne faut pas commencer un peu par de la sensibilisation de personnel, hein. On voit que sur les biodéchets, il y a beaucoup de fantasmes, hein. Il y a des représentations très négatives des biodéchets, il y a plein d'idées reçues qui circulent, et peut-être commencer par des séances de sensibilisation avec les collaborateurs, ça peut être aussi une bonne façon de démarrer. Donc ça rejoint ce point sur le niveau d'engagement de l'entreprise, hein. Il y a des entreprises qui sont déjà très engagées dans ces sujets-là, d'autres non, hein. Voilà, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est chaque entreprise a son histoire, voilà, on va tous à notre rythme. Ensuite, les possibilités d'approvisionnement en matière sèche, on l'a vu, hein, s'il n'y a pas de matière sèche, il n'y a pas de possibilité de compostage. C'est vraiment quelque chose, l'approvisionnement pérenne en matière sèche est vraiment un des prérequis pour la mise en place d'un composteur sur site. Et ensuite, les surfaces et nature des espaces verts, parce que l'autre prérequis, c'est la capacité à utiliser le compost produit sur site. Parce que si on ne peut pas l'utiliser sur site, on est obligé de rentrer dans une démarche de normalisation du compost, hein, acquérir la norme NFU 44051 qui caractérise le compost et qui autorise à utiliser le compost à l'extérieur. Mais c'est quelque chose de très coûteux et qui n'a pas lieu d'être pour une entreprise dont l'objet n'est pas la production de compost. Ça n'a absolument aucun sens de se lancer dans des démarches de normalisation de ce type de produit pour une entreprise de bureau ou autre, enfin peu importe. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on regarde dans le cadre des diagnostics qu'on réalise dans les entreprises avec Fanny. Ensuite, ce diagnostic, il conduit à un plan d'action et nous on aime bien regarder les choses dans la durée, c'est-à-dire qu'on préfère partir petit et aller loin plutôt que de vouloir tout embrasser d'un coup et puis se décourager au bout de quelques mois parce que tout le monde, voilà, c'est un tel changement que ça peut en décourager plein. Ça devient une contre-référence et c'est dommage parce que quand on y va à petits pas, ça peut être aussi la... Voilà. Ou pas, hein. On voit des clients qui nous disent non, moi il est hors de question que je passe par plusieurs étapes, je veux tout mettre d'un coup. On a eu ces cas-là cet été. Moi je pars, je m'y mets à fond et je veux traiter tous mes déchets d'un coup. Et ça marche aussi, hein. Je veux dire, c'est pas une obligation. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de possibilités. Nos travaux, modification de l'offre, internalisation ou externalisation de prestations de restauration. Oui, cette dynamique sur plusieurs années, elle permet justement de regarder un peu dans la durée, hein. Des fois, les gens nous disent, mais nous, on va refaire notre cuisine centrale ou alors on va internaliser la prestation justement de la restauration ou pas. Bon, mais tout ça, c'est à prendre en compte dans le dimensionnement des installations. Si vous partez sur une installation voilà, trop conséquente, alors que vous avez l'intention d'externaliser une partie de la production des déchets, ça n'a pas de sens. Voilà, donc tout ça c'est important. Il est important justement de comparer pour choisir la bonne solution. Voilà, il faut bien avoir en tête que quelle que soit la solution choisie, l'engagement de l'entreprise est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire moi je veux faire de la collecte. Souvent la collecte, ça paraît la solution intéressante parce qu'on se dit c'est pas moi qui gère. Alors oui, la collecte, certes, elle va être faite par des tiers, mais elle nécessite quand même d'organiser tout le circuit des déchets, de mettre en place les contenants, comme je disais, d'optimiser le circuit des déchets. Voilà, et tout ça, c'est du temps. C'est du temps pour les personnels, pour la gestion des flux, pour le nettoyage des équipements. Voilà, donc il faut avoir en tête ça. Dans le cas du traitement partiel, on va peut-être être sur des plus gros... traitement sur site, on va être peut-être sur des plus gros investissements de départ, mais par contre, on aura du fonctionnement qui sera réduit. Voilà, donc toujours raisonner en coût global. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai qu'on va dans les collectivités, on a des lignes budgétaires, investissement, fonctionnement qui sont très séparées et on va peut-être choisir en fonction justement de la disponibilité du budget. C'est dommage, c'est bien de raisonner en coût global parce qu'on voit que des investissements importants faits au départ, ça peut vraiment générer des économies derrière. Voilà. En tout cas, sachez que quelle que soit la solution, il y a encore une fois ce besoin d'engagement. Et puis, tout
ça, ce diagnostic et cette comparaison de solutions, elle nous permet justement d'établir un plan d'action. Donc avec le client, hein, en lui proposant différentes solutions. Et dans ce plan d'action, il y a toujours la préconisation de s'équiper en matériel adapté. Encore une fois, si on part sur un composteur, on n'est pas sur du compostage au fond de son jardin, on est sur un composteur professionnel avec du matériel durable, de qualité. On n'est pas sur le petit truc qui va bancal, qui va tomber au bout de 6 mois. Hein, voilà. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans le tourisme avec Fanny et il y a de plus en plus de sites de tourisme qui sont éco-labellisés et qui ont cette obligation de partir aussi sur des équipements éco-conçus. Enfin, il y a cette obligation dans le cadre de leur label. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, se donner les moyens. Voilà, se donner les moyens. En fait, la clé de tout, c'est quand même la formation, allocation de temps. Alors, sachant que, autre idée reçue sur le compostage, ça va prendre du temps, il va me falloir une personne en plus. Non, aujourd'hui, hein, on le voit, les référents de sites bien formés, le temps passé sur le composteur par jour, il est quand même très très faible. C'est pas, voilà, plus on est formé, mieux on sait faire, moins on passe de temps. Donc il ne faut pas non plus considérer que ce sont des solutions qui sont très chronophages. Mais voilà, mais encore une fois, on gagne beaucoup de temps quand on investit dans la formation du personnel au départ. Dans la communication et la sensibilisation des usagers, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient clients, collaborateurs, confrères, c'est important de passer du temps en amont pour communiquer, sensibiliser, former. Et c'est vraiment ça la clé de tout. Et puis évidemment, se faire accompagner parce que... l'accompagnement par des professionnels des biodéchets, c'est quand même la garantie déjà de bien connaître la réglementation et du coup d'être en conformité, de faire le bon choix des solutions. Parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, on peut être attiré par certains équipements parce qu'on se dit « Ah, c'est chouette, ça va régler le problème ». Ouais, mais c'est bien de savoir que derrière, il n'y a aucune solution parfaite, hein, tout a des avantages et des inconvénients. Il faut juste qu'elle colle à votre besoin, en fait. Éventuellement, mettre en place des solutions mixtes, bénéficier d'un soutien à la mise en place, au suivi et à la communication, y compris à la sensibilisation et à la formation des personnels. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même des financements qui existent pour accompagner ces démarches de mise en place, à la fois sur les investissements, mais aussi sur le fonctionnement. Et notamment, les prestations d'accompagnement peuvent faire aussi l'objet d'aide. Voilà. Écoutez, je pense que en tout cas, j'ai fait le tour de ce qu'on avait à vous dire avec Fanny. Je ne sais pas si ça a été clair ou quoi. En tout cas, on est preneuse de vos questions, de discussions. Voilà. Alors, qui se lance? Alors, soit tu les as perdus, soit tu as été super clair, il n'y a pas de question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, au niveau des déchets carnés, du coup, Oui. au niveau des os, les gros os plus gros qu'un poulet, en entreprise, c'est pas possible de les mettre dans le composteur. Un gros os, vous appelez quoi un gros os? Je sais pas, un os plus grand qu'un poulet. Alors, en fait, déjà, effectivement, il va mettre du temps à se décomposer, l'os. Hein, voilà, on sera peut-être tous morts, qui sera toujours là. C'est ça. Ouais. Donc, par contre, il y a encore une fois, il n'y a pas d'obligation réglementaire sur le non-compostage. Vous parliez du compostage, par exemple, ou du... Oui. Voilà. Ouais. Alors, voilà, il n'y a rien qui interdit de mettre un os dans un composteur. Il va mettre du temps à se décomposer. La vertu de l'os, c'est qu'il va servir de structurant, parce qu'en fait, j'en ai pas parlé pour pas rentrer trop dans les détails, mais pourquoi on met de la matière sèche dans le compost, dans les bacs d'apport? Pourquoi on mélange avec les déchets alimentaires? C'est pour décompacter en fait les déchets alimentaires et pour faire passer l'oxygène. En fait, ça sert de ce qu'on appelle de structurant. En fait, c'est ce qui permet de. Je sais pas si vous avez vu des paquets de courgettes ou des épluchures de courgettes. Hein, des fois, on les dit, ça fait un bloc complètement où l'oxygène ne circule absolument pas. Et le compostage, en fait, c'est vraiment la décomposition aérobie de la matière. C'est-à-dire que, en gros, les deux modes aujourd'hui, les deux modes majeurs de valorisation des biodéchets alimentaires, c'est le compostage ou la méthanisation.
L'un est aérobie, c'est le cas du compostage, donc c'est sous oxygène, et l'autre est anaérobie, c'est le cas de la méthanisation. Et pour justement laisser passer l'oxygène pour que les petites bêtes puissent faire le travail de décomposition, il y a besoin justement de ce côté structurant. Donc les os ou les coquilles d'huîtres ou les coquilles de moule, bon, de plus en plus, je pense qu'il va y avoir des filières qui vont se construire pour la valorisation propre de ces déchets. Mais aujourd'hui, on ne commet pas d'erreur majeure en mettant ce genre de déchets dans un composteur. Voilà, encore une fois, quand on va tamiser le compost mûr, on retrouvera les os, parce qu'il y a peu de chances qu'un os se décompose en 9 mois. Par contre, il aura joué son effet de structurant, il restera des années dans le composteur, c'est peut-être pas très grave. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'obligation réglementaire là-dessus. Voilà. Après, c'est sûr, si vous avez un os de mammouth. Oui, parce que pour des restaurants ou des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de carcasses. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que, bon, oui, beaucoup de carcasses. Alors, peut-être qu'il faut mettre en place c'est vrai que pardon ? Un tri à la base. Peut-être, voilà. Peut-être que si vraiment là, on parlait d'os, si vraiment on est sur des carcasses de poulet en grande quantité, peut-être que là, il faut mettre quelque chose en place pour pas justement que ça vienne perturber le processus de compostage. Mais en tout cas, les déchets carnés, en général, sont tout à fait compostables. Il n'y a pas de souci. Okay. Voilà. Il faut juste connaître quelques règles de fonctionnement, mais ça fait partie de la formation des référents de sites, justement, qui est inscrite dans la réglementation, que de savoir comment les traiter. Voilà. Merci. Après, je pense qu'il y a de plus en plus, encore une fois, de filières qui vont se développer pour ce genre de déchets. On le voit déjà sur les coquilles d'huîtres, de moules. Il y a de plus en plus de filières qui se développent sur le broyage de ces déchets pour les valoriser autrement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va fleurir aussi. Parce que j'ai interrogé certains prestataires justement pour un gros camping, on va dire, et ils n'étaient pas capables de prendre les gros os. Il fallait séparer les fruits et légumes des grosses carcasses, etc. à la base. C'était des prestataires de collecte ou de prestataires nationaux, Paprec, Veolia. D'accord, ouais. Ils n'étaient pas capables de prendre les os de grande dimension. Ouais, d'accord. Ouais, parce que peut-être qu'ils le valorisent. Après, le lieu de valorisation, j'imagine, c'était de la méthanisation ou autre. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà. Encore une fois, ça dépend de la quantité et je pense qu'il va y avoir un développement de filières spécifiques là-dessus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mal à mettre des os dans un composteur. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. S'il n'y a plus que ça devient problématique. C'est toujours pareil. Le compostage, c'est un peu comme la cuisine. Plus il y a de variété dans les déchets, mieux ça se passe. Voilà, mais est-ce qu'il y a d'autres ? Oui ? Bonjour, alors j'ai une question au niveau réglementaire sur le compostage, sur vos 3 bacs. Quand vous parlez d'entreprise, vous parlez d'entreprise avec combien de collaborateurs pour ces 3 bacs-là? Parce que ça représente une aire assez grande. Oui. Quand on est locataire de, par exemple, nos bureaux. Oui. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place cette solution? Alors, évidemment, le dimensionnement des bacs, il est fonction de la production de déchets et donc indirectement du nombre de collaborateurs. Plus on est nombreux, plus on produit de déchets. Voilà. Donc après, les 3 bacs, ils peuvent être de dimension assez réduite. Ça peut être des bacs de 400 litres. En général, on démarre à 400 litres. En dessous, c'est difficile dans le cadre des équipements pour entreprises. En dessous de 400 litres, c'est assez difficile. Mais une aire de compostage de 400 litres, c'est quand même une emprise au sol qui est assez réduite. Donc même s'il y a 3 bacs, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'installer. Encore une fois, on n'est pas forcément... Là, je ne sais plus ce qu'on montrait comme équipement dans le PowerPoint, mais on disait plutôt sur des bacs de 1000 litres, je crois. Donc là, ça commence à être un peu plus conséquent. En gros, ça fait 3 mètres cubes d'emprise au sol, plus la zone de travail. Mais là, si on est sur une petite installation avec peu de déchets, une petite aire avec des bacs de 400 litres peut tout à fait suffire.
Voilà, donc on n'est pas sur quelque chose... honnêtement, moi je pense qu'il vaut mieux prévoir... parce que quand je dis les 3 bacs, c'est pas écrit dans la réglementation. La réglementation, elle insiste sur l'aire de compostage qui doit être propre et entretenu. Voilà, elle ne dit pas exactement comment il faut faire, mais en fait, on ne sait pas comment on peut faire en dehors de ces 3 bacs. En fait, on est obligé d'avoir une réserve de matière sèche à côté. Donc déjà, ça fait un bac. Si vous laissez la matière sèche comme ça en vrac, bon, mais ça fait peut-être pas justement propre dans le cadre d'une entreprise. Hein. Et puis, à un moment donné, quand le bac d'apport est mûr, il faut bien le transférer. Quand on est dans son jardin, à la limite, on le vide, on le met n'importe où. C'est pas très grave, hein, sauf si on a des voisins regardant. Mais par contre, dans une entreprise, vous n'allez pas vider votre bac et laisser le compost comme ça maturer alors qu'il n'est pas complètement mûr. Donc, il n'y a pas voilà, on est dans cette obligation quand même d'avoir une aire propre et qui passe par un minimum de 3 bacs. Voilà. Après, ça peut être des petits bacs avec un grossissement progressif, c'est-à-dire qu'on peut partir sur du 400 litres et puis finalement, l'engouement pour le compostage va grossir et on va se retrouver avec plus de gens et on peut très bien rajouter un deuxième bac d'apport de 400 litres. Enfin, on peut aller en grossissant. Il vaut mieux partir petit et rajouter des bacs que partir trop gros et finalement se rendre compte qu'on a mal dimensionné. Donc, mais en tout cas, c'est pas une fatalité que d'avoir une aire de compostage, un pavillon de compostage de 20 mètres carrés. Hein. C'est pas, 20 mètres carrés au sol. Il y a vraiment moyen de mettre des petits bacs. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi mutualiser une aire avec d'autres entreprises. Ça, c'est quelque chose qui se pratique, en tout cas auquel de plus en plus d'entreprises pensent, c'est-à-dire une aire de compostage partagée avec plusieurs entreprises aux alentours. Voilà. Et du coup, installer les composteurs dans l'entreprise qui a le plus de surface disponible. Enfin, en tout cas, il y a plein d'idées. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, pas d'angoisse avec l'espace. Ça peut être quand même assez petit. Hein. Voilà, on pourra vous montrer des photos sur notre stand d'installations qui ne sont pas très grosses, vraiment. Une fois qu'on a mis en place le point d'apport volontaire, oui. Comment ça se passe au niveau de la collecte Alors, Fanny, tu veux peut-être répondre du coup sur comment ça se passe au niveau de... Voilà. En tout cas, chez nous. Hein. Donc ouais, le point d'apport volontaire, on a vu, il y a 2 types d'usages, effectivement, en interne avec des collaborateurs ou des clients qui vont venir déposer leurs biodéchets dans le bac. Aujourd'hui, les solutions nous qu'on propose, en fait, elles ont la spécificité d'être connectées. Connectées pour plusieurs raisons, notamment pour pouvoir suivre le taux d'utilisation et donc le taux de remplissage. Et comme le point d'apport volontaire fait systématiquement appel à un prestataire de collecte, on va pouvoir lui donner effectivement des indications sur le taux de remplissage et déclencher une collecte. Nous, dans tous les cas, on préconise effectivement, même si ce n'est pas réglementairement fixé, on préconise une collecte par semaine au minimum. Et voilà, la possibilité de suivre le taux de remplissage quasi en temps réel de ces bacs peut permettre de déclencher des collectes exceptionnelles, des collectes supplémentaires. Mais dans tous les cas, nous, on propose le service qu'on propose, en tout cas chez Tribioval, il est vraiment environné du service de collecte et de traitement. C'est-à-dire que pour l'entreprise, c'est transparent en fait. On porte le partenariat tripartite avec les partenaires et on assure l'ensemble du service de maintenance, collecte et traitement. Voilà. Donc, parce qu'on a bien conscience que laisser un bac à une entreprise après, se retrouve avec le bac rempli de déchets, elle fait quoi? Donc non, c'est un service vraiment complet. Oui, pardon. Voilà. Oui. Au niveau des points d'apport volontaires, oui. Au niveau de la qualité, est-ce qu'il y a des erreurs de tri? Quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Ouais. Donc, justement, nos bacs sont équipés d'un contrôle d'accès
Et ça, c'est aussi en fait, on a la chance de bénéficier du retour d'expérience de nos amis et voisins espagnols. Bon, en plus, nous, on est à quelques kilomètres de la frontière, donc on travaille pas mal avec des partenaires basques espagnols qui ont une avance sur nous, sur la question du tri des biodéchets. Et on a pas mal bénéficié de leur expérience. Et on sait, par leur expérience, que le contrôle d'accès est quand même un vrai, une vraie garantie de l'augmentation de la qualité du tri, en fait, parce que le contrôle d'accès derrière, c'est un engagement. Alors ça peut être juste un engagement de créer un compte, on crée un compte, c'est pas l'usager, c'est juste la création d'un compte, mais déjà le fait de s'engager dans cette démarche, de recevoir non, j'allais me retourner pour prendre le seau, mais en fait ils sont sur nos stands, de recevoir le seau avec le badge d'accès, déjà ça l'engage dans une démarche. Et nous, le retour d'expérience qu'on a avec Fanny, c'est vraiment des erreurs de tri dans le cas de la consigne déployée avec le contrôle d'accès qui sont très très faibles. Par contre, dans le cas de bacs qu'on peut mettre en service, en libre service sans le contrôle d'accès, notamment dans le cas d'événements, ça peut arriver. S'il n'y a pas eu quand le bac est ouvert à tous les festivaliers, par exemple, qui n'ont pas encore cette culture, c'est pas forcément par malveillance qu'on va faire des erreurs de tri, c'est juste qu'on n'est pas au courant, qu'on voit une poubelle, un truc qui ressemble à une poubelle, on se dit oh tiens, allez hop, on balance la canette. C'est pas, c'est pas un acte de malveillance, mais c'est surtout une méconnaissance du sujet. Et là, pour le coup, il peut nous arriver effectivement dans ces cadres-là d'avoir des erreurs de tri beaucoup plus importantes. Alors sauf avec les food trucks ou les choses comme ça qui sont installées dans ces cadres-là qu'on briefe, qui sont briefés. Et là, le tri se fait de façon très, très naturelle. Mais voilà, nous, quand on est sur le déploiement d'une consigne verte avec la demande d'accès par les usagers, l'accès à l'application web aussi dont on n'a pas parlé, on a aussi développé une application pour bien expliquer, pour rendre un peu ludique, pour motiver dans la durée. Honnêtement, les erreurs de tri, elles sont vraiment minimes. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, non, Fanny. je voulais juste appuyer sur l'expérimentation qu'on a menée cet été dans des établissements touristiques, notamment des grands campings avec plus de 300 emplacements. Et donc chaque emplacement était doté d'un bio-seau, ce que voulait vous montrer Patricia. Et en fait, on a constaté 0 erreur de tri. 0 erreur de tri. Alors c'est sûr que effectivement le contrôle d'accès joue ce rôle de garantir le tri, mais effectivement il y a tout en amont aussi ce qu'on disait, la communication auprès des vacanciers, que ça prend soit d'intégrer des visuels dans le livret d'accueil, dans l'hébergement, la conduite éventuellement d'ateliers de sensibilisation sur site, etc. Voilà, ça vient rajouter des couches en amont, à réaliser en amont de l'installation pour garantir la qualité du tri. Mais effectivement, là encore, des vacanciers de tous horizons, de tout type, qui ne font pas forcément le tri déjà à la maison, on a eu des retours de cette expérimentation qui étaient quand même hyper satisfaisants. Donc c'est encourageant. Et si bien qu'on est en train d'implémenter les contrôles d'accès qu'on a développés pour les abris bacs sur des composteurs collectifs, parce qu'aujourd'hui beaucoup de composteurs collectifs sont verrouillés par des cadenas, parce que justement il faut s'inscrire en général dans un composteur de quartier. Là je parle plutôt quartier qu'entreprise, mais il faut s'inscrire, il faut faire une démarche, il y a un cadenas avec un code, ça décourage pas mal de gens, et finalement il y a des entreprises qui sont en train de des campus qui sont en train de nous demander d'expérimenter des composteurs collectifs pour les campus là, avec un contrôle d'accès. Justement pour pouvoir déjà rendre donner aussi un côté un peu moderne au compostage, parce qu'il y a aussi cette vision du compostage un peu désuète. Mes grands-parents ils en faisaient machin, mais c'est pas pour autant qu'on a gardé les gestes, mais en tout cas c'est dans certaines conditions, c'est vrai que le contrôle d'accès peut être une vraie bonne idée. Donc, en tout cas, c'est l'expérience aussi que vivent nos voisins espagnols, qui aujourd'hui équipent massivement leurs composteurs de ces contrôles d'accès. Et l'idée, c'est surtout pas de fliquer, c'est plutôt d'engager et de pouvoir aussi permettre aux collectivités et aux entreprises de suivre aussi l'utilisation des équipements qu'elles mettent à disposition, pour lesquels elles ont investi. Ça permet un vrai suivi des installations. Donc, c'est aussi le côté positif, c'est qu'on apprend aussi beaucoup avec ces suivis, puisqu'on sait
combien de fois la machine a été sollicitée, ça permet aussi de rajouter justement, d'approvisionner en matière sèche, par exemple un composteur comme il faut, encore une fois de programmer les collectes d'un abri-bac de façon régulière pour éviter justement une dégradation des span C3 en span C2. Voilà, donc ça a plein de vertus et c'est surtout pas un flicage, voilà, c'est pas du tout l'esprit, hein. Voilà. Voilà, on espère qu'on vous a convaincu et que dès demain, vous allez réfléchir à la gestion des biodéchets dans vos entreprises. En tout cas, on est là pour vous accompagner si vous le souhaitez. Voilà, on est au stand F15 si vous voulez passer nous voir pour nous exposer vos besoins ou vos problématiques. Ça sera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup.